Oui, bonjour à toutes et tous. Pour 10 minutes. Hein. Donc je vous remercie déjà de m'accueillir et de m'écouter pour ces 10 minutes. Et donc, comme on l'a expliqué, on va sortir un petit peu des frontières de l'Hexagone pour aller voir ce qui se passe dans notre petite Wallonie. Donc la Wallonie est une région située juste à côté de la région Grand Est. Petite en taille, 740 000 hectares, un peu plus, 12 700 exploitations, donc avec une très très grande variation. Et si vous regardez ici cette petite carte des sols, ça vous montre également une grande diversité au niveau pédoclimatique, donc des altitudes complètement différentes. On passe dans la région limoneuse sur le dessus de la carte, à grosso modo une altitude de 50 à 100 mètres, jusque des altitudes de 550, 600, 650 mètres sur le plateau ardennais. Et moi-même et mes collègues, on travaille pour le centre de Michamps, qui est un centre qui travaille essentiellement sur la prairie de Fauges en Ardennes, avec une altitude moyenne comprise pour nos essais entre 480 et 500 mètres d'altitude. Donc voilà, ça replace un petit peu finalement notre petit centre au sein d'une plus grande région qui est l'Ardenne-Eifel, avec des influences aussi bien francophones que germanophones, avec nos collègues allemands, nos collègues luxembourgeois et nos collègues hollandais, que nous avons cités brièvement tout à l'heure. Donc là, au niveau diversité des mélanges et des variétés qu'on peut retrouver dans les mélanges et associations, on a ces différentes influences, finalement, qui s'y retrouvent. Alors, en guise d'introduction, on sait que les associations, on en a beaucoup parlé, ça présente de nombreux avantages, notamment au niveau des sources d'azote et de protéines, mais également, comme on l'a vu, au niveau des valeurs alimentaires. Alors, chez nous, et je pense que c'est un petit peu partout pareil, on les a très longuement délaissés au profit de graminées pures, beaucoup plus faciles à conduire, d'autant plus qu'on avait des engrais azotés très bon marché. C'est plus vraiment le cas à l'heure actuelle. En plus, le contexte social, le contexte économique change. On prend de plus en plus en compte finalement l'aspect environnemental et on se dit que finalement travailler avec les légumineuses, revenir à ce qui se faisait plus généralement anciennement, ça peut être relativement intéressant. Donc on observe chez nous en Wallonie un retour assez rapide des légumineuses, alors que les agriculteurs ne sont peut-être pas toujours prêts à revenir et à travailler directement avec ces associations. Donc là, je vois qu'il y a des petites superpositions au niveau des images. Ça, c'est probablement dans les copier-coller entre les différentes versions PowerPoint. Donc, on observe des freins. Certains d'entre vous les ont déjà soulevés. On aura l'occasion d'en entendre probablement encore parler dans les différentes minutes. Les gros freins chez nous, dans une région composée essentiellement de prairies permanentes à plus de 50%, des prairies temporaires en large majorité dans la rotation, ce qui fait, grosso modo, qu'on a une SAU dans notre région composée entre 80 et 85% de prairies permanentes et temporaires incluses. Donc, la grosse problématique au niveau de la gestion des légumineuses dans les associations, c'est le rumex. Donc là, la FPS s'est déjà penchée à de nombreuses reprises sur cette problématique. Donc le rumex, c'est vraiment l'adventice numéro 1. Il y avait notamment des publications d'un ancien collègue, Didier Stilman, qui avait écrit quelques papiers là-dessus dans les années 2005. Il y a les pertes au niveau ensilage, on en a parlé tout à l'heure. Problématique bien connue dans certaines régions de France également, ce sont les campagnols des champs. Le gros souci également quand on est agriculteur, c'est la variabilité importante de l'évolution floristique au sein des associations, de la première coupe à la dernière coupe. Et au fil du temps, vous pouvez implanter le même mélange, les mêmes variétés, vous avez des résultats différents d'une année à l'autre. Et alors, dans certains cas, la réglementation qui n'est pas encore typiquement favorable à ces associations, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, si on regarde un petit peu et qu'on s'attarde à l'aspect purement productivité en matière sèche, j'ai repris ici différents essais qui ont été réalisés sur le territoire de Michamps à, comme je vous l'ai dit, 500 mètres d'altitude. Donc des pH relativement acides, pH haut compris entre 6,1 et 6,5. Et là, tout au long de différents essais menés sur les 20 dernières années, donc je n'ai pas su, dans un premier temps, remonter plus loin, on aura l'occasion de les détailler beaucoup plus, on est reparti sur une comparaison entre les graminées pérennes, donc des graminées semées en pur, des associations à base de luzerne,
des associations à base de trèfle violet et de trèfle blanc. Alors, sans rentrer trop dans les détails, vous avez un nombre d'essais variables en fonction des mélanges et associations. Dans les graminées pures, vous retrouvez le terme autre, là, entre dedans des festulolium, des régras hybrides et des bromes. Brome sitchensis, brome cathartique. Dactyle, fétuque élevé, régras anglais, régras d'Italie. Alors, régras anglais, ce sont essentiellement des régras tardifs et des demi-précoces. Au niveau des régras d'Italie, là vous retrouvez essentiellement des variétés relativement typées. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est une capacité de production relativement importante, de l'ordre de 10 à 11 tonnes de matière sèche par hectare et par an, avec toutefois des variations très très importantes. Et ça, c'est relativement problématique, les années notamment de sécheresse. Quand on regarde au niveau des associations, et notamment les associations à base de luzerne, on est globalement sur la même capacité de production en matière sèche, simplement, dans la majorité des cas, les écarts types, donc les différences entre rendements, entre années et entre cycles, sont relativement faibles, enfin, beaucoup plus faibles qu'avec les graminées pures. Donc ça veut dire qu'on a une certaine stabilité à utiliser ces associations graminées légumineuses. Petit souci, toutefois, avec le trèfle blanc, là c'est énormément d'associations à base de régras anglais, et là on sait que le régras anglais, dans nos conditions, ont vraiment souffert, surtout ces dernières années, des conditions climatiques, et donc ont des rendements relativement faibles. Si l'on regarde le régras anglais seul, ben, vous êtes à peine à... régras anglais avec trèfle blanc, vous êtes à peine à 7 tonnes de matière sèche avec des écarts qui peuvent aller pratiquement jusqu'à 2 tonnes. Niveau fétuque élevé, là le problème a été un petit peu différent dans l'essai. Ce sont essentiellement les campagnols qui ont causé la perte de nos plants de trèfle blanc. Alors, chose intéressante dans nos conditions pédoclimatiques, c'est que finalement, le trèfle violet fait aussi bien, voire mieux que la luzerne. Donc, dans nos conditions typiques de l'Ardenne, sur pH relativement acide, ben, le trèfle violet permet des productivités de l'ordre de 10 à 11 tonnes, voire 12 tonnes de matière sèche, avec comme caractéristique, dans des associations un peu particulières, on peut l'associer à une graminée dont on parle peu finalement ici, c'est la fléole des prés. Donc ça, c'est une graminée relativement intéressante de notre côté, qu'on développe avec les influences, justement, de nos collègues germanophones qui ont beaucoup travaillé cette espèce. Alors, si nos graminées, finalement, et nos associations peuvent faire jeu égal avec les rendements matière sèche, ce n'est pas du tout le cas quand on s'intéresse à l'énergie et à la protéine. On remarque que, dans le cas de nos associations et dans nos conditions, on est grosso modo, bien plus haut que la tonne de matière azotée totale produite à l'hectare. On est plutôt de l'ordre de 1500 à 1700, 1900 kg de matière azotée totale produite par hectare, avec des rendements, des valeurs alimentaires au niveau énergétique comparables aux graminées pures. Alors, petite note d'information, mélange complexe, là entre dedans, sous l'appellation mélange complexe, les prairies multi-espèces. Donc prairies semées avec différents volets. Dans les différentes prairies semées, avec plusieurs espèces, ça allait de 7 à 14 espèces différentes. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? C'est qu'au niveau variétal, pour rebondir un petit peu sur ma collègue précédente, c'est qu'au niveau des essais, typiquement, au cours de ces 10 dernières années, on associait généralement 2 variétés par type d'espèce, pour essayer justement de limiter cet impact, cette influence variétale qui peut, dans certains cas, être relativement important. Excusez-moi. Alors, voilà, ça c'était essentiellement pour les prairies. On va essayer de conclure relativement rapidement, parce que je pense qu'on va déjà être dans les temps. Donc, simplement pour parler, pour rebondir également sur des choses qui ont été faites et dites, c'est au niveau des productions des associations céréales protéagineux, que ce soit des mélanges de printemps ou des mélanges d'hiver, dans ce cas-ci des mélanges d'hiver. On a testé surtout les l'épeautre, céréales bien connues dans nos Ardennes, le triticale, avec des pois, des vesses, pois fourragés essentiellement en mélange d'hiver, le pois protéagineux d'hiver n'étant pas encore suffisamment résistant à nos conditions hivernales. Et en sachant que les vesses, c'était de la veste cultivée et que, vous l'avez vu, il y a une diversité génétique, une immense diversité dans ce qu'on peut trouver dans les vesses. Donc là,
Prenez un petit peu ces résultats avec pincette. Quoi qu'il en soit, triticale poids, triticale veste, ok pour les mélanges divers. L'épeautre moyennement intéressante puisque grain vêtu explique une plus faible digestivité et une moindre concentration en énergie. Au niveau des céréales de printemps, là, simplement que dire, l'avoine était bien au-dessus de tout, et là, le poids protéagineux a également complètement sa place. Alors, je vais simplement rebondir et là faire la transition avec la présentation de mon collègue qui va arriver. C'est qu'au niveau du maintien des légumineuses, il y a vraiment un potentiel important et il faut raisonner sa fertilisation. Donc là, on sait qu'il faut limiter évidemment les apports d'azote, même si dans nos essais, on préconise, du moins en association, un apport de 30 à 40 unités d'azote au printemps. Que si c'est possible, on va essayer de valoriser un maximum nos engrais de ferme. Ça, même sur les légumineuses pures, c'est désormais possible au niveau wallon. Donc là, la législation vient d'être adaptée. On peut utiliser des matières organiques sur nos légumineuses pures, pour autant que ce soit des légumineuses pérennes et qu'on ne dépasse pas les 115 unités d'azote. Alors, hyper important, et ça je pense qu'on ne peut qu'insister du moins dans nos régions, c'est sur l'effet notamment du potassium pour le maintien des légumineuses en couvert et le soufre à ne pas négliger pour la production de protéines. Voilà, au niveau lutte contre les indésirables, je pense qu'on ne va pas rentrer plus dans les détails. On aura l'occasion, je l'espère, d'avoir un document beaucoup plus complet dans les prochaines années, dans les années à venir, puisqu'il y a encore énormément de chiffres qui vont être seulement disponibles de bientôt, notamment sur l'évolution de la part de chaque espèce dans le mélange, qui va être relativement intéressante. Et donc, au niveau conclusion, moi, je terminerai simplement pour dire que l'utilisation des légumineuses dans les associations, ça doit être quelque chose qu'on doit réfléchir tous les jours et qui est finalement la chose essentielle pour la production de protéines dans nos élevages. Voilà. Je ne vais donc pas être plus long. Merci. Merci pour cette présentation intéressante. Des questions ? Oui, c'est très intéressant de voir le potentiel du trèfle violet comparativement à la luzerne et d'autres espèces. Donc, c'est des choses qu'on retrouve aussi en France dans certaines conditions. Par contre, vous avez un écart type sur les trèfles qui sont très importants par rapport à ceux observés sur la luzerne. Vous avez des raisons? Est-ce que c'est l'année d'implantation? Est-ce que c'est la 3e année qui... Sur les variétés en pur? Peu importe, sur les 3-4... Oui. Ouais. Alors le problème, c'est que la luzerne, c'est pas vraiment la station type pour la luzerne, on est plutôt sur une station trèfle violet. Donc là, les écarts d'une année à l'autre peuvent être importants. En luzerne pure, il y a seulement eu un essai assez complet. Et donc, les résultats, en fait, qu'on peut expliquer derrière pour certaines associations, ou pour le trèfle violet, pour la luzerne, le trèfle blanc, c'est que ce sont des résultats globaux, moyens, issus d'essais variétaux. Donc là, derrière, se cache une multitude de variétés. Et en trèfle violet, il y a quand même parfois des grosses différences entre variétés. Donc voilà, c'est ce qui peut expliquer que dans certains cas, quand on parle d'association, vous avez des mélanges bien caractérisés, vous avez deux trèfles violets par exemple associés à 2 fléoles, 2 raies, etc. Quand ce sont les résultats d'essais variétaux, là vous avez une moyenne globale de l'essai. Donc voilà, les chiffres mériteront d'être affinés, parce qu'il y a encore plein de choses à aller gratter derrière. Ici, pour cette présentation, voilà, c'était vraiment une première approche, de voir un petit peu comment cela se fait. Entrent également dans le trèfle violet quelques variétés de trèfle hybride, donc on considérait plus ou moins de cette même façon, et là, c'était pas la variété citée, c'était d'autres variétés, mais là on sait qu'il y a encore, j'espère, du progrès génétique à faire pour cette espèce-là, qui aurait son intérêt vraiment dans des terres un peu plus humides. Oui, je voudrais saluer notre...
Non, mais c'est bon, allez-y. Non, mais juste, c'est plus une remarque qu'une question, mais simplement saluer votre remarque où, quand j'entends au départ dire que pour vous, vous êtes sur des parties plutôt acides entre 6,1 et 6,5 et saluer notamment l'avant-dernière diapo ou ne pas se focaliser que sur l'azote parce qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de prairies en France. Si elles étaient toutes à 6,1, 6,5, ça serait bien parce que tous les autres éléments et les installations sont vraiment compromis. Et là, il faudrait déjà commencer par la partie gérer, la partie calcaire et pH. Donc, Oui, là, c'est clair qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment sur le magnésium, le phosphore. Et donc là, on va dire qu'on a la ramasse, mais il y a beaucoup de choses. Oui, Anthony Wilval, Arvalis, je veux bien que vous reveniez sur la diapo où vous parlez du potassium. J'aime bien comme sujet d'ouverture. Alors, Oui. le visuel est top, là, enfin, ça paraît assez édifiant vu comme ça. Je comprends de l'écrit que vous avez des essais qui sont en cours. Ouais. Le raisonnement, vous êtes aussi sur le raisonnement selon la méthode comifère, c'est-à-dire qui tient compte de la teneur dans le sol, du passé de fertilisation. Est-ce que c'est le même, première question, c'est est-ce que c'est le même principe de raisonnement de la ferti PK chez vous? Et puis le second, vous évoquez un rapport un potassium sur magnésium adéquat. Bon, j'ai quand même l'impression dans la biblio que tout le monde se casse un peu les dents sur ça. Un rapport KMG souhaitable de 1, 1,5, 2, 5, 7, 10, 15. Bon, enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait consensus et j'aimerais savoir si, pour le coup, chez vous, vous l'obtenez. Alors, justement, non, puisque là, c'est le gros souci. Alors, pour revenir à cet essai, donc c'est vraiment un visuel, c'est une photo aérienne au drone, donc là, de cette année. Oui, donc de 2022, pardon, donc la saison culturelle précédente. Et donc là, c'est un essai de longue durée. Bon, voilà, on est loin des essais UNRWA, mais on est installé depuis 1984, avec au départ des bandes avec et sans potassium. Donc un essai d'appauvrissement, voir un petit peu le temps de réaction et le temps d'adaptabilité finalement par rapport à la prairie et aux différentes associations. Et puis depuis 2012-2013, on a réenrichissement des bandes sans potassium avec des niveaux croissants donc de fertilisation potassique, toujours basés sur du chlorure de potassium 60. Donc on est sur ce niveau-là. Et donc on regarde un petit peu l'impact sur le sol, on regarde également l'impact sur la productivité, mais également sur la proportion de légumineuses derrière. Et là, on pourrait vous montrer des exemples criants, donc de proportions aussi bien définies par infrarouge, on ne vais pas rentrer trop dans les détails, ça ce sera pour une prochaine publication, aussi bien par infrarouge que par la méthode des G%, donc vraiment calculer et prendre la part de chaque espèce dans le rendement sec. Là, on voit vraiment des choses intéressantes. Et pour le rendement, pour le rapport potassium-magnésium, ben là on essaie de viser 2 et on se rend compte en fait qu'au niveau wallon, on a eu depuis des années l'utilisation massive de dolomie, donc de chaux calcaro-magnésiennes en agriculture. Et finalement, on a une inversion de nos teneurs au niveau du sol en éléments solubles. Et on se retrouve avec des prairies où finalement on a des teneurs en magnésium du double de celles en potassium. Et là, on a vraiment une consommation de luxe en magnésium avec un effet de carence induite en potassium. Merci. Je pense qu'on va arrêter là. Et puis ça fait une bonne transition avec la dernière communication de la session qui va nous parler toujours depuis la Belgique. Donc, monsieur